Merci à tous et bienvenue à Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous parlons de l'impact psychosocial du Covid-19, une maladie infectieuse causée par un virus mortel qui a bouleversé le monde entier. Qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, la Covid-19 menace gravement la santé des populations. Mais comment ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre grâce à vous, docteur Epapé Catherine Marilyn. Vous êtes médecin de santé publique. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes qualifié en gestion de projet humanitaire, chef de projet à M-Afrique Côte d'Ivoire et chargé de la recherche scientifique à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous allez bien? Très bien. D'accord, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, Monsieur Ulrich Kofi. Vous êtes psychologue et analyste psycho-juridique et communautaire auprès des LGBT à Alternative Côte d'Ivoire. C'est une autre organisation, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Alors, heureux également de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Avant donc toute chose, je propose qu'on aille dans les rues d'Abidjan avec Ferdinand Kouakou qui a recueilli quelques réactions au sujet de l'impact de la Covid-19. Il faut sortir pour pouvoir manger, il faut sortir pour pouvoir travailler. Et cette pandémie a fait qu'on n'arrivait plus à sortir, on n'arrivait plus à faire nos activités. Donc vraiment, ça fait peur. En plein confinement, on ne faisait pas la recette. En défaut de 17 000, on faisait 5 000. À la 5 000, 3 000 même. Oui. En fait, non, ça fait qu'il y a d'autres taxis ici, même là, ils ont garé. Voilà, c'est arrivé. Il y a plein de taxis qui ont garé comme ça. Toutes les activités, à mon niveau, étaient bloquées. Il fallait rester à la main pour respecter les consignes du gouvernement. Confinement, faites attention et tout ça. Donc, je respectais scrupuleusement ces consignes-là. Donc, je suis à la maison, je ne peux pas sortir pour faire mes courses à temps. La Covid a eu vraiment un effet vraiment néfaste sur moi. Et surtout qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas au départ, dès le départ, on ne savait même pas à quel sens se vouer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc vraiment, on a eu vraiment peur. Dans les débuts, il y a eu plus de peur que de mal, mais on a constaté que l'État a eu à prendre des dispositions qui ont permis que la chose soit un peu plus vite résolue. Mais dans le fond, il y a des familles qui ont été effrayées. C'est au moins difficile parce que je n'ai pas l'habitude de rester là comme ça, sur place, sans rien faire. Même si je suis retraité, j'ai quand même d'autres activités dehors. Le nombre augmente. On pourrait dire que ça fait encore peur, mais le mystère a été dévoilé. C'est-à-dire, aujourd'hui, là où on est, il y a au moins des vaccins. Il y a au moins des vaccins qui ont été mis sur pied. Donc ça nous donne encore la confiance, quoi. Donc la peur commence à partir. Alors, comme on vient de le voir, donc, la Covid-19 a provoqué une véritable psychose. Alors, je m'avais vous demander tout de suite, quelle est l'ampleur depuis le début de cette pandémie? Bon, c'est vrai, comme la plupart des répondants l'ont dit, ça a vraiment causé surtout le sentiment de peur, de panique, de paranoïa même. Voilà, donc... Mais pourquoi tout de suite? Pourquoi on a peur? Oui, parce que à la base, quand la maladie a débuté, on se disait ça ne peut pas toucher l'Afrique. Voilà. Et même quand on a commencé à avoir des cas, bon, les gens ne prenaient pas vraiment compte de l'ampleur en fait de la dangerosité de la maladie. Mais le nombre de morts à l'étranger et on a poussé en fait les gens justement à avoir cette peur-là, ressentir cette peur, la peur de l'inconnu. Parce que comme le monsieur l'a dit, on ne savait vraiment pas voilà, à quel sens se vouer, pour reprendre ces mots. Donc je pense que c'est vraiment cette peur, cette angoisse de l'inconnu qui était vraiment surtout frappant. D'accord. Monsieur Ulrich? Bien, merci. Effectivement, je dirais cette pandémie, comme l'a qualifié l'OMS, a eu une véritable ampleur dans notre contexte social qui peut se traduire par la forte résonance émotionnelle, notamment la peur. Parce que l'angoisse, le stress
et bien d'autres choses qu'on a pu constater, c'est une émanation de cet inconnu qu'on ne maîtrise vraiment pas du tout. Et l'individu a tendance à, développer une forte résonance émotionnelle lorsqu'il est face à un inconnu. Donc le cas de peur par exemple. Donc cette ampleur est définie par le type de communication qui était effectuée, notamment la communication faite par les médias et aussi les réseaux sociaux. Voilà. On fait des communications, toutes sortes d'informations. Donc aujourd'hui, on parle d'infobésité, c'est-à-dire que la surinformation. On ne sait pas quelle est l'information qui était la plus exacte, quelle était l'information qui était la plus juste, d'où elle venait, et tout ça a contribué à accroître la peur. Alors, parlons donc d'impact. Je vais dire, il y a eu l'impact psychologique, on peut le dire. Il y a eu également un impact sur la santé mentale. Oui, bien évidemment. Oui, alors parlons d'abord de l'impact psychologique. Comment est-ce que cela a pu, je vais dire, quels sont les signes qui permettent déjà de les éléments manifestes de l'impact psychologique. Voilà. Voilà, bien évidemment. Je parlais d'abord de résonance émotionnelle, caractérisée principalement par la peur dans notre contexte, dans ce cas-ci. Mais il y a aussi le stress. Le stress avéré, aussi sévère, l'angoisse, qui allait jusqu'à même à la dépression. Et cela, les signes visibles étaient, pendant le confinement, c'était quoi? L'irritabilité, la nervosité, et les personnes même qui n'arrivaient même pas à être plus proches, du coup, il y avait la réticence. Donc tout ça était des signes manifestes de l'impact de cette peur-là. Oui, je l'ai demandé à Dr Epapé, qu'est-ce qui pouvait énerver, qu'est-ce qui pouvait angoisser autant? Oui, déjà, parler d'une pandémie, la pandémie est vécue comme un traumatisme, parce que c'est inattendu. Voilà, donc c'est vécu comme un traumatisme. Et on vient se retrouver dans un contexte de confinement. L'individu se trouve privé de sa liberté. Donc automatiquement, on ne se sent plus soi-même. On n'est plus à l'aise et tout cela va créer, une sorte d'angoisse. On est face à un inconnu, on nous dit, quand tu sors tout de suite, tu es confronté à la maladie. Donc c'est comme si on cohabitait avec notre mort directe. Voilà, donc c'est cette cohabitation et avec quelque chose qui nous menace, dont le risque était révélé comme quelque chose de doublement ou même plus que élevé, du risque de mourir avec cette pandémie. Docteur Epapé, est-ce que cela avait augmenté l'angoisse chez ces personnes qui étaient déjà fragilisées par des maladies? Effectivement. Surtout qu'il faut qu'on rappelle que la COVID-19, en fait, dans ses débuts, je pense qu'il faut vraiment, dans ses débuts, donc disons l'année dernière, dans les dernières informations, encore atteint le plus en fait des personnes avec des comorbidités. Donc, par exemple, des personnes qui avaient déjà peut-être du diabète ou bien de l'asthme ou bien qui avaient déjà cette baisse de l'immunité-là. Donc, du coup, ces personnes se sentaient encore doublement en danger. Et j'en connais qui ne sortaient pas, même après la levée du confinement, qui avaient toujours du mal, qui jusqu'aujourd'hui ont toujours du mal à sortir parce que comme Ulrich l'a dit, sortir, c'est se confronter à la maladie. Se confronter à la maladie, c'est comme se confronter en fait à la mort. Parce que du coup, c'était si j'attrape le taux de mortalité, en tout cas chez ces personnes-là, à baisse d'immunité déjà, était encore plus élevé. Voilà. Et surtout aussi chez les personnes âgées. Donc, vraiment, je vais dire que c'est vraiment cette anxiété, ce stress qui ont les deux vraiment principaux aspects psychologiques en fait. Alors, est-ce qu'on a assisté à de nouveaux malades, je vais dire, ou alors la pandémie a fabriqué de nouveaux malades dus au stress, à l'angoisse subie? Comme vous l'avez dit jusqu'à présent, il y a des personnes même qui refusent même d'aller dehors. Exactement. Bon, de nouveaux malades, ça, certainement. Mais déjà, il faut qu'on resitue notre contexte en Afrique. On a du mal, on n'a pas dans nos mentalités, dans les mœurs africaines, d'aller consulter un psychologue, d'aller
consulter même un médecin pour dire voilà, je déprime, je suis angoissée, j'ai par exemple des palpitations, je ne sais pas ce qui m'arrive, je fais peut-être des crises d'angoisse. Donc quand ça arrive, on dit, on n'y pense même pas en fait. Parce que la plupart des signes en fait se manifestent généralement par l'augmentation de la prise par exemple d'excitants, d'alcool peut-être. Et comme je disais tantôt, le conflit en fait dans les familles, c'est vraiment quelque chose de caractéristique parce que dans les études que nous avons eu à mener, que nous sommes en train de mener dans la communauté, ça ressort beaucoup où les femmes disent non, depuis que Corona est venu, dans mon foyer, ça ne va pas, mon mari est tout le temps irrité ou bien il rentre tout le temps sourd, voilà, des trucs comme ça. Ou bien non, mon enfant actuellement, il ne veut même plus partir à l'école, on ne sait même plus ce qu'on fait à l'école. Vous voyez que c'est autant de signes que forcément... Et de facteurs. De facteurs, voilà. Mais ce mari qui, dont la consommation, par exemple, d'alcool ou de cigarettes a augmenté, ne va pas forcément aller voir le médecin, alors qu'en fait, il est en train peut-être de faire une dépression, qui est aussi une maladie. Comment cela se voyait, M. Ulrich? Prenons nos réalités ici, les transporteurs, les balanceurs, qui n'arrivaient plus à vaquer à leur occupation. Comment cela se voyait, cet impact-là? D'accord, merci. D'abord, avant d'arriver à cet impact, il faut dire qu'il y a eu d'abord un déni, dans notre cas. Le déni, en fait, des gens qui refusaient. Qui refusaient systématiquement d'admettre que cette maladie est une réalité, ou encore, dans notre cadre, dans notre contexte social africain, cela pourrait bien se manifester. On n'y croyait pas jusque-là. On n'y croyait pas du tout. Mais lorsque nous sommes arrivés à identifier les premiers cas, les symptômes avec les mesures barrières instaurées par le gouvernement, alors tiens, tout de suite, la chose a commencé à être perçue autrement. Donc, la peur s'installe. On ne peut plus vaquer aux occupations. On ne peut plus répondre, on ne peut plus aller au travail. On ne peut plus, subvenir, comment je peux dire, pour les activités économiques. Ça a eu un impact véritablement sur les activités économiques. Donc, on ne peut plus avoir la recette comme il le faut. On ne peut plus avoir l'argent comme il se doit. Naturellement, on se retrouve face à, dans une situation d'être démuni. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, finalement, ce n'est plus, le virus qui va me tuer, mais c'est la faim ou encore, la peur qui va nous tuer. Donc, on est dans un contexte où on évolue de la peur du virus vers une peur, comment je pourrais qualifier ça, vers la peur d'une désorganisation sociale. Parce que ça venait tout juste de bouleverser tout ce qui était comme habitude sociale. Donc, cette peur-là se manifestait sous diverses formes. Comme on l'a si bien dit, déjà, elle n'a pas manqué de le mentionner. L'addiction à l'alcool, l'irritabilité, la nervosité. Effectivement, cette irritabilité et cette nervosité étaient dues à la promiscuité dans les foyers. On n'a pas l'habitude d'être ensemble. Chacun sort tôt le matin, le boulot, on se retrouve le soir, on se compte les journées, c'est la joie, voilà. On se retrouve dans un contexte où on est inquiet de quelque chose, on a peur, on ne trouve pas de solution, et on est dans l'inconnu, et d'autres personnes s'hasardent à parler d'autres choses. Donc tout de suite là, on est toujours focus sur comment trouver une solution, comment faire, on ne peut même pas sortir. On est cloîtré d'un truc. Donc, il y a une privation de liberté, une privation de pouvoir vraiment disposer de son épanouissement psychologique. Donc, ça crée tout de suite là un stress qui va aller jusqu'à peut-être une dépression, qui est la dépression d'aujourd'hui, qui est reconnue comme un problème de santé mentale, qui est, la maladie la plus fréquente. D'accord, on verra tout à l'heure, vous en tant que psychologue, comment est-ce que dans ce cas d'espèce, comment est-ce qu'on intervient. Mais je veux dire, vous avez parlé donc d'addiction, vous avez parlé de stress, d'anxiété. Est-ce que ça a fabriqué, est-ce que ça a eu des répercussions en termes de maladie, Dr Papé? Ça a eu des répercussions. Déjà, il faut savoir, par exemple, chez des personnes hypertendues, le stress, c'est un mauvais facteur. Voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter. La peur, l'angoisse, c'est autant de facteurs à éviter. Donc, du coup, cette personne-là qui est déjà catégorisée parmi les personnes à risque, qui ressent encore cette peur, cette angoisse,
Et puis, du coup, il fait encore, il devient en instabilité au niveau, il devient instable, par exemple, au niveau de sa tension. Donc, autant de facteurs. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est par rapport à la santé, c'est surtout aussi, il y a eu aussi un facteur, si vous me permettez, par rapport au niveau des femmes, en fait, enceintes, ou bien, voilà, qui n'allaient pas facilement dans les hôpitaux consulter, alors qu'en fait, vous savez que quand vous êtes enceinte, il faut vraiment suivre ces consultations prénatales et tout. Et du coup, on n'a pas encore des données statistiques qui évaluent en fait le nombre les risques en fait, ou bien le nombre d'accouchements, de morts-nés, ou bien comment cela a impacté. Mais les études que nous sommes en train de mener montrent que ça a eu en fait un facteur sur cette population-là. Donc, au-delà de peut-être de créer de nouvelles maladies, ça a un peu dégradé le contexte sanitaire. Désorganiser, disons, le système sanitaire même en place. C'est ça. Alors, M. Ulrich, la situation est très grave puisque la pandémie est toujours là. Et elle a même, je veux dire, des relents avec les variants dont on parle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut assister encore à une croissance de cet impact psychologique? Oui, on pourrait le dire ainsi. Ce serait bien évidemment la première hypothèse. Mais cette croissance, je veux dire quoi, cette peur, je vais faire une sorte de comparaison. Le degré de la peur... Parce qu'il faut s'attendre d'un moment à l'autre à un confinement. Il faut craindre de ne pas pouvoir faire ses activités. Alors, est-ce que... Tout à fait. Mais dans le contexte actuel, aujourd'hui, on va vers une connaissance ou une maîtrise, en quelque sorte, du virus. C'est vrai, il y a des rebonds, il y a des relances. On parle de nouveaux variants ou encore type 1, type 2, tout ça. C'est vrai. Mais déjà, par rapport au contexte précédent, c'était l'inconnu total. Et dans ce contexte-ci, il y a des mesures, il y a des choses, des éléments qu'on connaît déjà. Donc, il y a des mesures, je dirais quoi, de prévention qu'on sait et qu'on a déjà maîtrisées, des mesures auxquelles on peut s'habituer. En ce moment-là, ça réduit, je dirais quoi, la résonance émotionnelle. Donc, ça réduit un peu la peur. Parce que là où on ne sait rien, on a plus peur par rapport à là où on sait quelque chose. Et quand on sait et qu'on estime qu'on a les capacités, les dispositions individuelles pour faire face à la chose, automatiquement, ça réduit l'impact. Donc, aujourd'hui, même si on parle de confinement, le contexte, la réalité est telle qu'on ne peut pas aller à un confinement total aujourd'hui. Parce qu'on a vu bien l'impact et les effets du confinement total. On est obligé de prendre des dispositions, de fonctionner, de travailler, mais en tenant compte des mesures barrières. Alors, dès que le confinement a été décidé, est-ce que automatiquement vous avez pensé que cela allait avoir une répercussion sur les populations? Est-ce que vous, les psychologues, vous avez été mis en première ligne pour prendre en charge ces personnes? Oui, je dirais c'est ce qui devrait être fait. Voilà, normalement, moi, dans mon contexte avec les populations, les LGBTI qui je travaille, on n'a pas manqué de mettre en avant cette mesure-là. Mais de façon générale aussi, il faut dire, comme elle n'a pas manqué de le signifier, en Afrique, on a du mal à mettre le psychologue en avant. Voilà, dans la prise en charge des malades ou dans une situation, le psychologue n'est pas mis en avant. Par méconnaissance, permettez-moi de le dire, si c'est pas, le contexte ne s'y prête pas, mais je fais cette brèche-là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de données statistiques véritablement. On n'a pas de chiffres pour dire, effectivement, voici les caractéristiques, voici les éléments qu'il faut et autres, tout ça. Mais dans certains cas d'observation singulière et dans certaines pratiques professionnelles, on n'a pas manqué de relever aussi certains éléments, voilà, comme je le signifiais tantôt. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est recommandé ou encore ce qui serait souhaitable, c'est de mettre à contribution les psychologues en première ligne. Donc, de faciliter la réduction de la résonance émotionnelle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les psychologues dans ce cas? Naturellement, l'accompagnement psychologique dans la prise en charge par la thérapie, donc l'écoute, et travailler sur la communication. Parce que véritablement, je permettez-moi d'insister là-dessus, c'est la communication, les informations qui sont passées, ça et là, qui ont amplifié la peur. Voilà, c'est ce qu'il y a véritablement. Donc, le psychologue
On peut parler des réseaux Des fausses sociaux. rumeurs. On peut Oui, parler bien des réseaux évidemment. sociaux Les réseaux- Fake news. qui ont eu certainement un impact. Oui, plus qu'un en, impact en- même. en amplifiant même, je vais dire, l'angoisse des populations. C'est ça. D'accord? Aujourd'hui, il y a ce que je peux définir comme étant la surinformation. Voilà, les réseaux sociaux. Tout le monde est informateur. Tout le monde donne l'information, tout le monde partage l'information. Avéré ou non, on donne. L'individu lambda qui ne sait même pas où tirer ou prendre ces informations, ne sait pas quelle est la source d'information, qui était déjà dans une situation d'angoisse, de peur, on dit mais tiens, tout de suite là, ça crée encore un impact, une psychose, je dirais un traumatisme, véritablement. Et c'est ce traumatisme-là qui va, je dirais, engendrer tout ce qui est comme désorganisation sociale, nos habitudes, nos manières de faire. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher à vérifier la source de l'information, c'est de chercher à trouver le véritable canal de l'information pour aller à la bonne information. Quand on a la bonne information, quand on sait de quoi il s'agit, en ce moment-là, on sait comment orienter nos agissements, nos manières de faire et nos habitudes. La pandémie est là, que maintenant il faut songer donc à prendre en charge ces personnes qui sont, je vais dire, affectées par cette pandémie-là. Alors, que faut-il faire, docteur Epapé, que faut-il faire? Parce que la pandémie est là. Il faut assister donc à ces personnes qui, malheureusement, sous le poids du stress, de l'anxiété, développent donc des affections. Selon vous, comment organiser la prise en charge? Est-ce que c'est déjà fait ou alors comment organiser cette prise en charge? Oui, effectivement, la pandémie est là. Je vais dire que parce que on vit en fait ce qu'on appelle la deuxième vague en Afrique et qui est encore plus meurtrière que la première vague. Ça, il faut le dire. Voilà, c'est pas pour alerter ou bien les gens ou bien pour donner, mais il faut vraiment le dire que cette vague elle est peut-être la pandémie, la maladie est vraiment connue, on connaît les gestes barrières même si les gens ne l'appliquent pas et on se rend compte que le taux de contamination en fait de nouveaux cas est encore plus élevé qu'au début. Donc, et aussi les décès pareil. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, moi je crois, par rapport à la prise en charge, c'est vraiment déjà l'information, effectivement, comme Louis l'a dit, c'est vraiment l'information, la bonne information. Sensibiliser encore les gens, faire vraiment la chasse aux fake news, parce que vraiment les fake news, on entend vraiment de tout. Et aussi se servir beaucoup en fait de la communauté. Vous savez, dans la communauté, il y a les leaders communautaires sont des personnes qui ont vraiment la parole, qui ont vraiment la voix, dont la voix compte. Quand si par exemple, le vendredi, lors de la prière, l'imam, par lors exemple, de la prière, dit non, donne l'information, la bonne information. Ça contribue à faire baisser le niveau de stress. alors, mais docteur Epapé, Repapé, d'accord, ok, mais les personnes qui sont déprimées, je parle d'une prise en charge, est-ce qu'il ne faut pas leur apporter des antidépresseurs? Déjà, quand vous êtes déprimé, la première option, ce n'est pas forcément des antidépresseurs. C'est déjà de connaître l'origine de la dépression. Si l'origine de la dépression, c'est la peur d'attraper le virus ou bien d'être malade, on vous éduque. Ça fait aussi partie de la prise en charge. Je veux dire, la prise en charge n'est pas forcément médicamenteuse. Voilà. La prise en charge, c'est vraiment tout cet aspect psychologique-là où on vous écoute, on vous aide à trouver des solutions à vos préoccupations. Voilà, c'est surtout ça. Parce que si le facteur qui vous entraîne dans la dépression, si ce facteur est réglé, vous sortez de la dépression. Monsieur Leriche, qui doit aller vers... c'est les professionnels de la santé et vous, psychologues, qui devez aller vers la population ou c'est la population qui doit venir vers vous, déjà avec les mesures barrières qu'on doit observer? Bon, dans notre contexte actuel, cette question, on se la pose tout le temps. Mais je pense que dans mon cas, avec la pratique et l'exercice, la collaboration communautaire que je fais avec certaines ONG, c'est le psychologue qui va vers les populations. Parce qu'une ONG est au service de la communauté, donc de sa population cible.
Donc nous allons vers les communautés, mener la communication comme elle a si bien signifié. Parce que tout de suite, cette dépression, il faut savoir la source et les origines de la dépression. Et en ce moment-là, nous, on va un peu plus loin en identifiant, je dirais, la personnalité en face de nous. Parce que la personnalité et ses antécédents, ses dispositions individuelles psychologiques contribueraient soit à surmonter ou encore à succomber face à cette dépression-là. Donc quand cela est fait et qu'on voit que c'est un problème de santé avéré, donc une dépression un peu plus poussée, en ce moment on va faire une référence pour des prescriptions médicales. Donc il y a cet ensemble de communication, de sensibilisation, donc de transmission de la bonne information et donc je dirais aussi du coaching de l'affirmation de soi et donc de la confiance en soi. Là, si vous dites qu'effectivement c'est une pandémie, c'est un traumatisme, mais pour un individu, on a la capacité d'y faire face, on a la capacité d'affronter ce mal-là. On va poursuivre la réflexion. Merci en tout cas à vous, M. Elirich Kofi. Vous êtes psychologue et analyste psycho-juridique et communautaire auprès des LGBT. C'est à Alternative Côte d'Ivoire. Également, merci à vous, docteur et Papé Catherine Marilyn. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique avec une qualification en gestion de projets humanitaires. Vous êtes chef de projet AM Afrique Côte d'Ivoire et chargé de la recherche scientifique à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous deux d'être venus pour toutes ces informations. À vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé. Portez-vous bien.